difficile de dire non parce que vous savez très bien qu'il y a du contournement quand on dit non. Et donc, ce que Marc Schmitt m'a expliqué, c'est qu'il a les moyens d'éviter le contournement tout en sécurisant et en laissant les utilisateurs avec des usages de mobilité. Et il va nous en faire aussi une démonstration. Donc, on va voir comment ça se passe et vous aurez la possibilité de poser quelques questions à la suite. Très bien, merci beaucoup. Donc déjà bonjour à tous, merci pour votre présence à cette session. Alors ça va pas être évident de passer derrière les collègues, les hackers qui sont rentrés dans le système. Donc on va changer un petit peu de registre. Donc nous, on va essayer de vous montrer comment on peut apporter de la mobilité tout en garantissant de la sécurité dans un contexte médical, donc aussi bien pour les applications que pour les données. Voilà, donc ça va rester relativement général, mais pas tant que ça. L'idée, c'est surtout de partager avec vous un peu notre ressenti, notre expérience, et d'échanger. Voilà, donc on est très content d'être ici et de pouvoir partager ça avec vous. Donc comment ça va se dérouler? Donc on va rapidement présenter Anetis qui nous sommes, pour que vous nous connaissiez un peu plus. On va parler des problématiques et contraintes que vous pouvez rencontrer en milieu médical. Alors ce sera bien entendu pas exhaustif, c'est un petit peu la synthèse de ce que nous on a perçu. Les caractéristiques d'un SI de santé, encore une fois non exhaustif. Les besoins, on parlera après des cas d'usage, il y en a quelques-uns, et on fera une démonstration des solutions aujourd'hui qui sont possibles pour apporter de la mobilité, de la sécurité dans l'environnement médical. Alors, je vais commencer rapidement, pour ne pas vous faire perdre trop de temps avec ça, mais quand même pour que vous nous connaissiez. Donc, Anetis, donc on est une ESN française de 50 personnes, basée historiquement en Ile-de-France. Aujourd'hui, on a une couverture nationale, Strasbourg, Paris, Rennes, Lyon et tout récemment Toulouse pour le sud-ouest. En gros, notre spécialité, c'est tout ce qui est Workspace Delivery. Voilà, donc notre positionnement Workspace Delivery Spécialiste. Alors Workspace, c'est quoi? C'est un terme qu'on entend un petit peu partout en ce moment à la mode. C'est délivrer l'espace de travail à l'utilisateur. Espace de travail qui peut être une application, un site web, un fichier, un intranet. Ça a plein de formes différentes. Bien entendu, ce n'est pas exhaustif, mais en gros, on s'est spécialisé dans la manière d'apporter ce Workspace de manière performante et sécurisée. Donc aujourd'hui, on se positionne comme ça. Alors le symbole de la patrouille de France, c'est un petit clin d'œil parce qu'effectivement, ce genre de projet, on est au carrefour de l'infrastructure, de l'application, de la sécurité, du métier, des utilisateurs, voire des systèmes d'impression aussi. Donc en gros, on doit avoir une maîtrise très forte des infrastructures, des systèmes d'information, également une énorme synchronisation avec l'ensemble des membres de l'équipe, ce qui fait qu'on a un petit peu ce symbole de la patrouille de France, donc dans le sens de l'expertise dans le domaine qu'on propose. Aujourd'hui, on compte parmi nos clients beaucoup de références en centre hospitalier, depuis une dizaine d'années, sur lesquelles on a apporté beaucoup de valeur ajoutée sur ces solutions-là. Alors, notre offre de service, rapidement, ça va de toute la palette d'une ESN, donc de l'audit et conseil jusqu'à la formation et à la mise en régie de personnel parmi nos équipes pour vous aider à administrer vos solutions et vos infrastructures. Voilà, rapidement, je me présente. Donc, moi, Marc Schmitt, consultant système et architecte également. Donc, je suis manager de la région Est depuis 2012. J'ai la chance également d'être enseignant au CESI, donc une école d'informatique. Je suis également formateur Microsoft et Citrix depuis une dizaine d'années. Et j'ai eu l'opportunité de mener beaucoup de projets. Alors essentiellement infrastructure au départ, comme des refontes d'annuaires Active Directory, gestion de l'identité, et également dans la mise en place de solutions d'accès à distance, Citrix, TSE, RDS, pour ceux qui connaissent, je pense qu'il y en a beaucoup dans la salle. Et donc plus récemment, donc, je me suis un peu spécialisé dans tout ce qui est conseil et architecture, sur ces problématiques-là, mobilité, sécurité, en milieu hospitalier. Voilà, donc c'est essentiellement un petit peu faire part de mon expérience avec vous aujourd'hui. Alors, quelques références santé. Donc là, ce sera des références plus de l'Est, puisque je viens de l'Est, effectivement, mais on en a partout en France. Donc, on a les hôpitaux civils de Colmar, un gros CH. Donc, effectivement, nous avons mené la refonte globale de l'architecture Citrix, avec toutes les problématiques d'accès aux nouveaux périphériques, sécurisation, performance. La performance, c'est un gros problème aussi aujourd'hui dans l'accès au système, puisque les personnels soignants ou autres veulent accéder rapidement aux applications et vous savez comme moi qu'il y a plein de périphériques, il faut se déconnecter, se reconnecter. Donc la performance, c'est un vrai enjeu aujourd'hui également. On a plus récemment travaillé avec plusieurs centres Unicancer qui, même s'ils sont un petit peu plus restreints en termes de taille qu'un CH, ont également les mêmes problématiques finalement. Le centre hospitalier d'Auxerre, pareil, une refonte de l'architecture Citrix.
et le CHR de Metz pour la refonte de l'architecture d'accès à l'environnement, donc l'accès externe avec des plateformes sécurisées également basées sur les solutions Citrix Nextcaler. Voilà, donc c'est un petit échantillon de projets qui ont été menés récemment. Il y en a plein d'autres et n'hésitez pas à venir me voir ou venir me voir moi et mes collègues après la conférence pour échanger sur ces sujets-là et apporter également votre vision, c'est très intéressant. Alors, les problématiques du SI de santé, alors encore une fois, c'est pas exhaustif, je n'aurai pas la prétention de toutes les aborder. Mais en gros, on a essayé un petit peu de les résumer quand on va voir les différents établissements. Donc on a plusieurs, la cohabitation des services de soins, services administratifs. On a de temps en temps des systèmes qui sont fermés et ou obsolètes. On a eu le cas de systèmes qui tournent aujourd'hui encore sur par exemple des solutions NT4 pour des réseaux de contraintes applicatives, ça arrive. On a tout ce qui est conformité, normes et standards. Tout à l'heure, dans la première matinée, il y a eu beaucoup de thèmes par rapport à ça. C'est une vraie réalité. La protection des données patients, données internes administratives. La mobilité. Donc effectivement, aujourd'hui, vous avez, on nous a souvent fait part du cas des praticiens qui veulent accéder à l'extérieur, alors soit en situation de mobilité chez eux, ou alors quand ils sont en structure extra-hospitalière, des choses comme ça. Donc tout ça représente des vrais challenges qui sont assortis de contraintes parce qu'on peut pas faire ce qu'on veut vu les enjeux d'aujourd'hui. Voilà, encore une fois, c'est pas exhaustif, donc on pourra en parler sans problème. Les caractéristiques d'un SI de santé. Alors je m'excuse pour la slide qui n'est pas très lisible de loin, mais en gros, on a au milieu l'hôpital avec tous ses services, l'accueil, les services aux patients, les Wi-Fi patients, etc. Les chariots médicaux pour tout ce qui est soins au pied du lit. D'un côté, on a également tout ce qui est structure externe, donc les médecins de garde, les accès des patients aux données de santé si c'est mis en place, des sites distants, la maintenance des équipements médicaux et tout ce qu'on peut trouver autre en termes d'accès. Donc là, il y a une multitude de réseaux. Ça va de l'Internet à un VPN qui est établi au-delà d'Internet ou alors un VPN opérateur. Donc on a une multitude de réseaux. Donc accès externe, l'hôpital un petit peu en front, et on a derrière tout ce qui est data center avec effectivement de nouveau un réseau WAN privé, mais avec également des données de toutes sortes, données de facturation, données de santé. Donc j'ai déjà vu des cas où les données de facturation étaient hébergées dans un autre établissement un peu plus gros. Donc on a une multitude de contextes d'utilisation, de réseaux et forcément un petit peu de problématiques. Voilà. Donc un petit peu en résumé, les besoins. Donc déjà, applications et les données doivent être hautement disponibles. Aujourd'hui, dans l'univers de la santé, on a quand même des applications critiques par rapport aux patients, donc il faut qu'elles soient hautement disponibles. Donc là, on a toutes les notions de PCA, PRA, load balancing et tout ce qui va avec. Bien entendu, sur plusieurs types de périphériques. Donc aujourd'hui, historiquement, le poste lourd. Les clients légers qu'on retrouve beaucoup en environnement médicaux par rapport à des problématiques parfois d'hygiène, d'asepsie, des choses comme ça. L'authentification unique. Alors ça, c'est un vrai enjeu et je pense qu'il y a des acteurs qui sont présents à la conférence et ça fera le thème d'une multitude de sessions. Donc l'authentification unique au sein de l'infrastructure. Donc par exemple, on voyait la conférence d'avant, le domaine Windows, on en a parlé, l'authentification unique. L'authentification unique qu'il faut absolument renforcer. Et donc authentification unique et après au sein de chaque application, la réauthentification ou pas. C'est un vrai enjeu. Plusieurs types de réseaux, donc réseau filaire, Wi-Fi, 3G, 4G, interne, externe, sécurisé, pas sécurisé. Donc qui envoie aux besoins suivants. Donc il faut absolument que les accès soient sécurisés, donc déjà dans l'authentification, et également contrôlés. Donc savoir qui s'est authentifié et quand, qu'on puisse avoir une traçabilité. Ça c'est extrêmement important. C'est pas tout de renforcer l'authentification ou l'accès. Et après une visibilité, donc qui fait quoi en termes d'accès. Aujourd'hui par exemple, on se rend compte dans les études de sécurité sur les menaces, alors ransomware et tout ce qui va avec, il faut avoir une vraie visibilité sur les flux réseau, aussi bien les flux entrants que sortants. C'est tous les enjeux des firewalls niveau 7, type des solutions Palo Alto par exemple ou autres, vraiment de la visibilité et savoir exactement qui fait quoi à quel moment et de pouvoir détecter bien en amont des usages, on va dire pas fraudulés, mais des usages étranges qui pourraient révéler la présence d'un virus ou autre problème. Alors, encore une fois, il n'y a pas une réponse unique à toutes ces problématiques.
Donc ça, c'est également le fruit de notre expérience chez Anetis. Un début de réponse, on en a parlé beaucoup avec les collègues. Et pour synthétiser tout ça, on parle de se libérer des adhérences. Alors vous allez me dire, c'est un petit peu c'est un petit peu vague comme terme, pardon. Donc déjà, on va définir qu'est-ce que c'est une adhérence. Alors, il n'y a pas vraiment de définition, hein, j'ai cherché. L'adhérence, c'est quelque chose en chirurgie qui est pas terrible. En informatique, c'est un peu autrement. Donc, on peut définir une adhérence comme une forme de dépendance entre deux composants du système d'information. Donc, encore une fois, c'est un peu vague. Je vais vous donner des exemples. Donc, par exemple, vous avez une application client-serveur, hein, l'appli qu'on installe sur le poste classique, qui a besoin d'un framework. Alors que ce soit un framework Java, .NET ou autre, il y a une adhérence entre l'application et le framework qu'on doit installer sur le système d'exploitation. Une application web avec la version du navigateur. Je pense que vous êtes tous concernés. Des applications web, il y en a plein, pas qu'en milieu médical. Et dès qu'on change de navigateur, l'application ne marche plus forcément comme on veut. Il y a des résultats qui sont un petit peu étranges, ce qui fait qu'on doit souvent conserver toute une génération de navigateurs plus ou moins sécurisés pour continuer à faire fonctionner l'application. Donc ça, c'est une vraie adhérence aujourd'hui, une vraie problématique. Une application, sa base de données, bon, ça c'est un petit peu plus classique, mais c'en est une. Un périphérique avec un système d'exploitation. On va prendre par exemple les dicteurs SpeechMic, qui sont très utilisés en environnement de santé. En fonction des versions, on a des adhérences au système d'exploitation. Si on veut la version qui va avec Windows 10, il faut avoir la bonne version du dicteur, ce qui n'est pas toujours le cas, ce qui peut imposer des remplacements. Donc il y a des vraies adhérences. Donc c'est un ensemble d'exemples. Alors, se libérer des adhérences, le principe c'est quoi? C'est d'essayer de séparer deux composants informatiques sans compromettre leur bon fonctionnement. Donc c'est un petit peu la quadrature du cercle, hein. Il faut séparer les choses, mais il faut qu'elles fonctionnent encore ensemble. L'idée, c'est d'avoir les bénéfices suivants: une meilleure agilité, puisqu'en fait, on s'est libéré de cette adhérence-là, donc on sera beaucoup plus agile, par exemple en termes de périphérique, de système d'exploitation, de version de navigateur. Et comme on se sera libéré de cette adhérence, on pourra plus facilement sécuriser l'environnement. Donc je reprends l'exemple du navigateur web. Si je suis plus contraint par rapport à la version de mon navigateur, donc on va dire, je sais pas, j'extrapole un IE7, un IE8, si je suis plus contraint de lancer ça pour mon appli métier, je vais quand même avoir une meilleure sécurité, puisque vous savez tous les failles qu'on a sur les navigateurs. Donc ça, c'est vraiment un tour d'expérience qu'on a eu, et on prône vraiment ça chez Anetis. Il faut se libérer des adhérences. Bien sûr, comme toute solution qui a des bénéfices, il y a des contraintes. Avant de faire ça, il faudra réaliser faire une analyse approfondie de la faisabilité, parce que dans certains cas, ce n'est pas possible, parce qu'il y a vraiment des contraintes très fortes d'application. Je vous citais mon application qui marche que sur un T4 dans le CH où j'étais récemment. Là, on n'a pas d'autre solution. Là, il faut que l'application soit changée, malheureusement. Donc là, ça veut dire que se libérer des adhérences, ce ne sera pas toujours aussi facile. Donc une analyse approfondie ou des prérequis matériels ou logiciels. Encore une fois, il y a certains cas où on ne pourra pas s'affranchir de telle ou telle version d'un logiciel, d'un navigateur, d'un système d'exploitation. Alors je vais vous donner un exemple de libération d'adhérence que vous avez sans doute tous, que vous utilisez tous dans vos environnements, c'est la virtualisation des serveurs. D'accord ? Je pense que la plupart d'entre vous avez virtualisé une ou totale partie de vos serveurs. Le principe, c'est quoi ? C'était simple, c'est dissocier le système d'exploitation du matériel. Donc on installe un hyperviseur, VMware, Hyper-V, XenServer, Proxmox, vos choix, pour justement décorréler l'exécution de l'OS du matériel sous-jacent, ne plus être dépendant de ces fameux périphériques drivers, HP, Dell, etc., qui nous posaient de sacrés problèmes à chaque migration. S'ils n'étaient pas certifiés, on avait des choses qui ne marchaient pas, enfin c'était assez compliqué, et je ne vous parle pas des backups et restaurations qui ne se passaient pas toujours comme on voulait. Les bénéfices, donc souplesse dans l'allocation des machines virtuelles, on peut provisionner des serveurs comme on voulait, on n'a plus de dépendance du hardware, donc vous pouvez même acheter un serveur, par exemple HP, Dell à côté, on mettait le même hyperviseur, à l'extrême on peut déplacer les machines virtuelles de l'un à l'autre, on n'a pas d'adhérence. Bien entendu, il y a des contraintes quand on veut mettre en place des mécanismes de haute disponibilité élaborés, mais quand même, on a quand même beaucoup de souplesse par rapport à avant. La sécurisation est beaucoup plus facile. On a le serveur qui devient une machine virtuelle, un fichier, une enveloppe. On peut facilement les décorréler, les sécuriser, les répliquer, les backuper, tout ce que vous voulez. Encore une fois, parce qu'on a cassé l'adhérence du système d'exploitation avec le matériel. Et le troisième critère, j'en ai parlé, effectivement, on a une indépendance du fournisseur du matériel. Donc on n'est plus obligé d'acheter tout chez HP, tout chez Dell, etc.
Donc ça a ramené, ça a transformé un petit peu la manière d'administrer l'infrastructure. Alors bien sûr, il y a une prolifération des machines virtuelles, ce qui n'est pas forcément toujours une bonne chose, mais en termes d'agilité, de souplesse, aujourd'hui, on est beaucoup plus à l'aise qu'il y a quelques années. Bien entendu, il y a des contraintes. On a quand même toujours la compatibilité de l'hyperviseur avec le matériel, mais on a juste à gérer cette compatibilité-là. Donc c'est quand même beaucoup plus facile de garder la main là-dessus. Alors je vais vous donner maintenant un anti-exemple, histoire de voir que tout n'est pas toujours rose. Le cas d'un client alors qui n'est pas dans la santé, qui est dans l'événementiel, qui vend des billets. En gros, c'est un client qui a une architecture centralisée, Citrix, client léger, tout va bien partout. Là, ils doivent changer leur application de billetterie. Jusque-là, tout va bien, il faut leur cahier des charges, l'application doit être compatible environnement centralisé, indépendance des périphériques, etc. Cahier des charges. Résultat, en termes d'adhérence, il y avait 8 périphériques USB à connecter au périphérique d'exploitation. Lecteur de scan de badge, carte bleue, code barre, enfin bref, toute une ribambelle de périphériques. Donc déjà, chaque périphérique avec son driver. Adhérence logicielle, pour fonctionner, c'est une appli web. Pour que l'application fonctionne sur le poste, il fallait une version 7 de Java, exiger aucune autre version de marché. Donc version Java 7 qui est un petit peu obsolète quand même. Et Firefox obligatoire. Donc en gros, impossible de me refaire rentrer ça dans la stratégie de centralisation. Parce que le navigateur Firefox non homologué en termes de sécurité, le Java, j'en parle pas, et les périphériques, ils n'étaient jamais confrontés à ce nombre de périphériques-là. Donc là, on s'est retrouvé avec une solution qui a de complètes adhérences. Donc, ils n'ont pas trop eu le choix, malheureusement. Ils n'ont pas pu le mettre en architecture centralisée. Ils ont gardé un poste, ils ont mis tout ça dessus, et c'est une vraie galère à gérer. Donc en gros, ils ont fini par mettre un deuxième poste dans la Gitoon où ils vendent des billets, qui est prêt à être démarré au cas où. Voilà. Donc en termes d'exploitation, c'est très très compliqué. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est l'anti-exemple, donc c'est un peu l'extrême. Mais là, on voit tout l'effet pervers d'une adhérence. Aujourd'hui, ils ont eu une attaque à cause du navigateur qui n'était pas sécurisé. L'utilisateur a réussi, alors on ne sait pas trop comment, à surfer alors qu'ils avaient tout fermé. Il a réussi à surfer, il s'est pris un virus, voilà, vous connaissez la suite de l'histoire. Donc les adhérences à des anciennes versions de logiciels impliquent des problématiques de sécurité fortes. Donc entre-temps, ils ont corrigé le problème par différentes solutions. Mais en résumé, c'est très compliqué quand on a ces adhérences-là. Alors, maintenant qu'on a parlé des adhérences et du principe de s'en libérer, on va prendre un cas d'usage dans l'environnement de la santé. Les soignants. Donc, alors, je n'ai pas fait la distinction forcément médecin, infirmière, aide-soignante, etc. On va dire les soignants au sens large du terme. Mais encore une fois, tous les cas d'usage ne sont pas référencés. Encore, donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, qu'est-ce qu'ils ont comme caractéristiques, ces personnels-là ? Ils ont une forte mobilité interne. Mobilité interne, ils se déplacent de service en service, voire entre des établissements. Ils utilisent plusieurs périphériques. Donc, ça peut aller du poste lourd qui est dans un bureau administratif à un chariot Ergotron avec un client léger ou un poste portable, voire maintenant même des tablettes pour tout ce qui est soins au pied du lit. Et plusieurs authentifications. Parce qu'effectivement, le personnel va faire un acte, il ne va pas forcément toujours laisser sa session ouverte, il va se déconnecter, il va se reconnecter. Donc il y a tout ce phénomène de log-off, log-on qui rentre en jeu. Donc ça, c'est vraiment, à notre sens, les caractéristiques de ce type de personnel. Qu'est-ce qu'ils utilisent comme ressources ? Il y a un peu de tout. Un environnement bureautique, donc le plus souvent Microsoft, mais ça peut aussi être de l'OpenOffice, donc Word, Excel, messagerie, tout ce qui va bien. Des applications métiers, donc aussi bien... ça peut être des applications de soins, ça peut être des applications de facturation, ça peut être des applications de gestion. Donc il y en a une pléthore en environnement médical. La messagerie, j'en ai parlé, et évidemment Internet, pour des recherches, des discussions, etc. Alors les problématiques. Donc l'environnement de travail, c'est comment donner un environnement de travail unique et performant. Donc encore une fois, plein de périphériques, plein de réseaux, plein de cas d'usage. Quand on interroge les gens, parce qu'on est souvent dans les services, dans les mises en place des solutions, ils nous disent ouais, c'est compliqué, il faut qu'on se connecte, qu'on se redéconnecte, c'est lent, etc. Les connexions et les déconnexions, donc ils sont obligés de les faire souvent pour des questions de contraintes réglementaires. Alors des fois c'est un petit peu complexe, donc ils ne les font pas forcément. Comment est-ce qu'on peut sécuriser les accès ? Encore une fois, je reviens à la problématique de l'authentification et du SSO.
On a vu des personnels qui avaient jusqu'à 5, 6, 7, 8, 10 logins dans 10 applications différentes. Alors, il existe des solutions de SSO, mais ce n'est pas forcément toujours simple à mettre en place. Et comment on sécurise les données, être sûr que des gens ne sortent pas de l'établissement avec des données ou que des données sortent de manière non volontaire. Et donc, effectivement, les soignants, dans les adhérences qu'ils ont, effectivement, il y a les adhérences aux applications et ou aux périphériques. Hop. Alors, la solution, une des solutions, encore une fois, celle qu'on préconise assez souvent dans ce cas-là, c'est le principe du n'importe où et n'importe quel périphérique. En gros, de s'affranchir de l'exécution de l'application par rapport au périphérique. Je m'explique. En gros, c'est de dire, je déporte l'affichage de l'application, donc là où elle s'affiche, de là où elle s'exécute. Encore une fois, c'est rien de nouveau. Vous connaissez tous les solutions Citrix, TSE, RDS et d'autres éditeurs par rapport à ça, mais la clé, c'est vraiment ça. On sépare l'exécution de l'affichage. Du coup, on devient agnostique en termes de périphérique d'exécution. D'accord ? Alors, sous réserve que le périphérique puisse exécuter quand même l'affichage, puisse présenter l'affichage, on est bien d'accord, mais c'est plus lui qui exécute l'application. Donc toutes les adhérences de prérequis de Java, de framework, de choses comme ça, on les a plus. Il faut juste afficher l'application. Comme on ne fait que afficher l'application, pareil, en termes de performance, c'est plus le poste qui travaille. C'est quelque chose qui est en data center. Donc du coup, le périphérique peut être un petit peu moins puissant, mais quand même offrir des performances confortables pour les utilisateurs. Également, comme on a simplifié le flux, puisque c'est juste du déport d'affichage, il n'y a plus tous les flux, alors qu'ils peuvent être réseau. On voyait tout à l'heure dans la présentation d'avant les flux RPC d'accès au partage de fichiers. Tous ces flux ne transitent plus. C'est un flux d'affichage qui peut beaucoup plus facilement être crypté, être sécurisé et surtout être monitoré. D'accord ? Parce qu'effectivement, monitorer des flux RPC au train d'environnement Windows, partage de fichiers, alors on peut y arriver, mais il faut un petit peu de temps ou alors des équipes comme les collègues d'avant pour décrypter tout ça. Alors qu'un flux de déport d'affichage, que ce soit du RDP, du ICA pour les protocoles Citrix et Microsoft, c'est beaucoup plus simple et à chiffrer aussi. Également, en termes de bande passante, quand on est dans des structures extra-hospitalières sur des réseaux étendus WAN, étendus WAN 3G, 4G, plus le flux est léger, plus il est performant. Voilà, donc ça c'est effectivement la solution que nous on préconise beaucoup en environnement médical, sous réserve de compatibilité avec les prérequis techniques. Authentification unique et renforcée. Alors ça c'est le deuxième enjeu. Aujourd'hui on a plusieurs mécanismes, plusieurs outils d'authentification au sens métier. On a la carte CPS pour authentifier les actes. On a la carte d'établissement. Il y a encore d'autres cartes qui sont prévues. Donc l'enjeu c'est vraiment de fournir à ces personnels-là une authentification unique avec l'un ou l'autre ou les deux de ces périphériques qui existent, qui servent déjà à l'authentifier tous les jours dans son métier. Et après, avoir des mécanismes de SSO pour authentifier directement l'utilisateur dans ses applications. Ça évite également d'avoir une multitude de comptes, de logins, etc. présents dans le SI qui peuvent être vulnérables aux attaques. Excusez-moi. Alors, maintenant, on va un petit peu plus loin sur Citrix et la santé, puisque c'est un petit peu l'objectif. Alors, pourquoi aujourd'hui les solutions Citrix ont beaucoup de valeur en environnement santé ? Alors, il y a 3 axes. La première, c'est renforcer la productivité et la mobilité des personnels soignants. Donc effectivement, c'est le principe du déport d'affichage. Les applications doivent être disponibles à la demande. Donc on n'a pas besoin d'aller demander au service informatique, j'ai besoin de telle application, il faut l'installer, je ne peux pas, etc. En gros, l'idée c'est de fournir un portail d'accès aux utilisateurs qu'ils aient accès à leurs applications quand ils veulent, sous réserve qu'ils soient habilités. Et surtout de n'importe où et de n'importe quel périphérique. N'importe où, ça ne veut pas dire n'importe comment, on est bien d'accord. Ça veut dire n'importe où au sens prérequis réseau, périphérique pareil, mais toujours dans un contexte habilité, authentifié et monitoré. Et enfin, simplifier et rationaliser les charges. Effectivement, aujourd'hui on le voit, quand on doit déployer une nouvelle application, une nouvelle version d'une application métier, ça peut prendre relativement de temps. Il y a des serveurs de qualif, de test. Il faut installer le middleware partout sur les postes clients. Donc il y a beaucoup de charges induites aux équipes IT qui peuvent être simplifiées justement grâce à des solutions comme Citrix qui centralisent finalement les charges,
qui réduisent le nombre de serveurs sur lesquels on installe les composants pour avoir une meilleure agilité sur la gestion des versions des applications, avec un ensemble de mécanismes de tests, de qualifs intégrés directement dans les suites logicielles pour justement, encore une fois, être sûr que quand on envoie l'application en production, on n'ait pas de surprise. Alors, je vais passer à une petite démonstration. Donc, je vais changer. Donc là, imaginons, je suis, alors pas un médecin, mais je suis un assistant d'un médecin. Je dois aller consulter un dossier patient. Donc là, moi, j'ai un périphérique Mac. Donc je lance un navigateur. Voilà, je me connecte. Donc j'ai un portail d'accès. Donc là, j'ai un ensemble d'applications favorites. Bon. Mais j'ai également tout un portail qui sont rangés par catégorie, hein, Office 2013, 2010. Ah, j'ai pas d'adhérence, hein, puisque finalement, je vais pas avoir l'appli n'est pas installée sur mon poste, donc je peux utiliser le site Office dont j'ai besoin ou dont j'ai envie. Des applications de santé. Voilà, des applications de commerce, de finance. Donc là, il y a un peu de tout. Hein. C'est pas que dédié santé, mais c'est un petit peu organisé autour. Donc je vais retourner dans mes applications favoris. Là, j'ai par exemple un dossier patient électronique. Ah bah tiens, je vais y aller. Donc là, j'ai une connexion sécurisée qui va s'établir au travers d'un reverse proxy SSL qui va m'emmener directement dans le data center, hein, pour afficher l'application. L'application est exécutée à distance, mais elle est affichée sur mon poste. Donc là, c'est une application de dossier patient électronique américaine. Donc, le terme EMR, hein, dans les pays anglo-saxons. Voilà. Donc là, j'ai un dossier patient, donc il n'y a rien de miraculeux. Hein. Donc j'ai un dossier patient qui est présent avec les menus, qu'est-ce qui a été prescrit, des radios, des images. Mais tout ça, ça ne s'exécute pas sur mon poste. Ça s'exécute à distance. Et en l'occurrence ici, ça s'exécute par une connexion 3G sur mon iPhone qui est là, sur un data center qui est aux États-Unis. Malgré ça, vous voyez que les temps de réponse sont quand même sympathiques. Donc par contre, ça ne suffit pas. Donc là, j'ai lancé mon appli, ok, très bien. J'ai regardé l'info qu'il me fallait pour le patient. Je vais lancer maintenant une messagerie. Donc la messagerie, c'est Outlook en l'occurrence. Donc j'ai un Mac. C'est pas l'Outlook pour Mac, c'est bien l'Outlook pour Windows qui est installé sur un serveur. Voilà. Donc là, je peux écrire un email au médecin pour lui dire voilà, écoute, j'ai consulté le dossier du patient. Ok, on a fait ça. Bon, pas de problème. Vous voyez que tous les fichiers qui sont intégrés ici, ça m'ouvre les applications. Ça m'ouvre les applications qui sont associées, donc il n'y a pas de mystère. Mais encore une fois, je suis agnostique en termes de périphérique. Là, je suis sur un MacBook où j'ai rien installé. Donc, j'ai vraiment rien sur celui-là puisque je travaille avec d'autres systèmes. Ensuite, ok, maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Allez, je vais aller lancer un petit outil connu dans le monde de la santé, le Deacon, pour la partie imagerie. Pardon. C'est l'accent de l'Est. Voilà. Donc, encore une fois, vous connaissez beaucoup mieux que moi les outils en environnement de santé, mais effectivement, donc là, j'ai encore accès à un autre outil. Enfin, je peux également accéder à des bureaux. Admettons, je veux donner accès à un utilisateur d'un client léger, je veux donner accès à un environnement Windows complet. Allez, je vais donner accès à Windows 2012 R2. Voilà, donc là j'ai un bureau qui a démarré. Avec bien sûr aussi maintenant, on parle en termes de mobilité, les solutions Citrix permettent d'intégrer tout ce qui est communication unifiée. Skype avec flux audio-vidéo temps réel et en bonne qualité, ce qui était une grosse limitation. La partie vidéo en environnement Citrix, pour ceux qui en ont, on avait de grosses problématiques de performance, de lenteur. Aujourd'hui, il y a des solutions pour gérer ça. On va même jusqu'à gérer des environnements 3D. Parfait, parfait. J'ai quasiment fini. Hop. Voilà donc, hop, c'était sur la démonstration. Donc en gros, l'environnement Citrix aujourd'hui offre un panel global de solutions pour accéder de manière sécurisée et performante aux applications et aux données, et notamment en environnement de santé avec toutes les contraintes réglementaires. Donc je ne rentrerai pas dans les détails de tous les composants. N'hésitez pas à venir nous voir sur le stand Anetis. Donc juste en termes de sécurité, en gros, notre approche par rapport à ça, la sécurité doit
s'appréhender à plusieurs niveaux. Donc la gestion des identités, extrêmement important en environnement de santé, avec authentification multifacteur, ça revient à la séance d'avant. Intégrer des mécanismes de SSO pour éviter d'avoir 36 000 logins. Sécuriser les flux, donc avec la généralisation du SSL. Apporter de la visibilité sur les flux applicatifs, avec notamment tout ce qui est firewall de niveau 7. Et sécuriser également les périphériques, avec le cryptage des données qui résident malgré tout sur les périphériques pour tout ce qui est offline. En conclusion, donc, notre approche à Netis en environnement de santé, se libérer des adhérences pour gagner en agilité et en sécurité. Les technologies Citrix proposent une solution de bout en bout pour répondre aux problématiques et besoins des SI de santé. La sécurité doit être appréhendée de manière globale à chaque niveau du SI. Voilà. Merci. Ok, donc on a 5 minutes pour aller un petit peu plus avant. Donc dans quelques questions, commentaires, j'ai vu un peu d'agitation à côté de moi. Bon, Jean-François Parguet, vos réactions. Non, j'ai pas de débat avec tout ce qui est la gestion des adhérences. D'ailleurs, on retrouve sur le site de la ZIP un guide de mise en œuvre de TSE et de Citrix autour de la carte CPS. Alors, ce sont des guides qui ne sont pas d'un accès facile parce qu'il y a à peu près 200 pages de copies d'écran pour la configuration d'un serveur TSE ou d'un serveur Citrix. Je confirme. Mais l'idée, c'était de permettre à quelqu'un qui soit disons, un peu initié avec Citrix ou TSE de le mettre en œuvre de manière assez efficace. On a aussi un guide mise en œuvre du Smart Logon. Ma remarque, c'est que vous accédez à des dossiers médicaux sans authentification forte dans la démonstration. C'est juste un raccourci. Et puis vous utilisez une messagerie qui n'est pas une messagerie sécurisée. C'est aussi un raccourci. Je suppose que tout ça, c'était pour gagner du temps dans les slides. Et c'est Madame Lehal qui poussait un peu trop en termes de délai. Donc vous avez été obligé de faire du raccourci. Mais sinon, le côté virtualisation du poste, parce que ça revient à ça d'une manière ou d'une autre à travers TSE ou Citrix, c'est aussi une manière d'apporter de la sécurité dès l'instant où on le fait avec un système de provisioning et de l'authentification forte. Exactement, donc effectivement l'exemple, c'était l'anti-exemple aussi. Effectivement les contraintes du direct et des infrastructures imposent de faire comme ça, mais on est bien en face que effectivement, mais c'est très facilement sécurisable à partir du moment où on a mis en œuvre ces technologies. D'autres remarques, commentaires, demandes de précision? Sinon, oui. Oui, juste un petit complément par rapport à la containerisation des données. Donc, est-ce que l'intégralité de la solution prend en charge aussi cette partie-là? C'est-à-dire que le fait que la donnée, c'est sûr qu'il n'est qu'affichée, elle ne soit pas collectée, alors d'ailleurs volontairement ou pas, c'est-à-dire les copier-coller d'écran puissent être interdits, ou qu'elle ne puisse pas être capturée à l'insu des personnes. Est-ce que ça fait partie du package? Oui, complètement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, donc sur la partie effectivement exploitation des flux, alors le copier-coller, hein, c'est un grand classique, puisqu'on effectivement on fait que du déport d'affichage, mais il y a quand même une interaction, ne serait-ce que clavier-souris, etc. Aujourd'hui, on est capable de filtrer le sens du copier-coller. Donc, est-ce que c'est du serveur vers le client ou du client vers le poste, voire même autoriser à interdire des images. Donc, en gros, Citrix a intégré de plus en plus cette granularité dans le filtrage des données ou des flux de données qui peuvent accéder. Donc, pour répondre à votre question, oui, c'est intégré. Après, on n'empêchera jamais quelqu'un de faire un screenshot. Forcément, il y aura toujours à un moment donné une limite. Mais aujourd'hui, c'est vraiment une dimension qui a été prise en compte par l'éditeur, et notamment par rapport aux problématiques de santé, clairement. Parfait. Merci beaucoup, merci infiniment. On vous applaudit.